C'est pas commun pour moi de parler ici de jeux récents, comme quoi tout arrive. Explorer l'histoire du jeu vidéo a pas mal d'avantages, avoir du recul systématique sur ce à quoi je joue, pouvoir faire la part des choses et jouer à l'inspecteur des travaux finis, ouais, c'est quand même assez confortable. L'exercice d'aujourd'hui est assez particulier. Dragon Age de Veilguard, 4ème opus de la saga, est un jeu sorti à l'heure où je réalise cette vidéo, il y a à peine quelques mois. Mais vous savez quoi, je pense que l'exercice est d'autant plus intéressant. Ici on va analyser cette dernière entrée dans le monde de TEDAS, avec le recul qu'on a essayé de construire au fil des 3 précédentes vidéos, dans le cadre d'une longue rétrospective consacrée à Dragon Age et à l'occasion des 15 ans de la licence. On n'a pas tant l'habitude de regarder en arrière, on crie à l'authenticité, à l'identité d'une saga dont on se souvient que partiellement, donc profitons-en. Que s'est-il passé avec Dragon Age de Veilguard? Pourquoi est-il sorti 10 ans après la dernière itération de la saga Inquisition? Et finalement, quelle est sa qualité au regard des 3 précédents jeux qui, eux aussi, ont passé leur temps à chercher leur identité? Beaucoup de questions, la vidéo est déjà bien longue, donc concluons ensemble cette rétrospective et plongeons dans l'histoire de ce 4ème opus. Vous avez vu, on a changé la miniature, c'est pas mal hein? À vos coffres bien cachés et vos archidémons à sectionner, et bienvenue dans XP. En 2014 sort quelque chose qui s'avérera être sans doute un des meilleurs romans de toutes les productions transmédia pour la licence de fantasy Dragon Age. Rédigé par une habituée de Golarion, le monde du jeu de rôle Pathfinder, l'ouvrage qui porte le nom de Dragon Age The Last Flight nous raconte l'histoire d'une jeune mage qui se réfugie à Weishaupt, la forteresse des prestigieux gardes des ombres. Au fil du récit, cette jeune mage découvre l'un des secrets les mieux gardés de cet ordre si mystérieux. Fut un temps où ces derniers parvinrent à dompter des créatures légendaires, les griffons. De ces griffons, il ne reste, à la fin du roman, plus qu'une portée à peine sortie de leurs œufs. Les gardes des ombres ont ainsi un espoir de retrouver leur puissance d'antan, la promesse pour le prochain opus de la série que l'ordre sera pourvu de ces montures puissantes, intraitables, majestueuses et... Au moment de la sortie de Dragon Age Inquisition, comme vous le savez maintenant, l'équipe de BioWare est complètement lessivée et les 2 têtes principales du projet, Mark Darrah et Mike Ledlow, présentent leurs excuses aux développeurs, leur promettant de communiquer plus tôt leur vision créative pour la suite. Et pas finir en burn-out complet comme ça a été le cas avec ce 3ème opus. On envisage d'abord le projet d'un jeu standalone multijoueur basé sur Inquisition nommé Helix, mais c'est assez vite abandonné. L'équipe d'Inquisition est ainsi divisée en 2 pour avancer sur les projets en cours et à venir. D'un côté, une moitié par donner un coup de main aux collègues de Montréal qui s'embourbent complètement dans un spin-off pour Mass Effect nommé Andromeda, subissant littéralement les mêmes problèmes de dev qu'Inquisition avec ce Frostbite capricieux. Quand le reste de l'équipe potasse la très attendue suite, Dragon Age 4, baptisé du nom de code Joplin. Et vous allez voir, ça va être frustrant. Joplin est un projet qui botte énormément BioWare dès sa pré-production. L'idée, réemployer l'expérience accumulée sur Inquisition avec une nouvelle méthode de travail bien moins brutale, faire des prototypes, les tester, les amender et avancer tranquillement pour proposer le meilleur jeu possible. Mark Darrah, à la tête du projet à nouveau, s'impose une vision créative très claire, d'élaborer de la documentation riche et précise pour facilement inclure les nouveaux développeurs et changer le processus de décision, afin qu'il soit définitif, ne laissant pas de place comme avant à l'ambiguïté. Alors en gros, on cadre énormément, on ne laisse rien dans le vague et on planche sur un jeu bien moins ambitieux qu'Inquisition pour maîtriser chaque aspect du titre. L'ambiance s'améliore grandement, les développeurs parlent même de cette phase comme la meilleure période de BioWare en termes d'organisation et de boulot créatif. Les auteurs situent l'action, en toute logique au vu du DLC L'Intrus, dans l'empire de mages Tevinter au nord de TEDAS, avec de petites zones, beaucoup de choix et de conséquences impliquant une grosse rejouabilité avec des arborescences très larges. Fini les faux choix de l'Inquisition. Dans cette aventure de casse et de bandits, on peut enfin soudoyer des gardes, mentir et finir comme on souhaite la moindre quête. Tout ce travail préparatoire, il est consigné dans ce super artbook. Et ça a l'air... d'être une dinguerie, enfin pourquoi est-ce qu'on a pas... Sauf que cette parenthèse enchantée a rapidement été mise en pause en 2017, après 2 ans de pré-production. La raison...
Oui, encore. L'équipe de Montréal est en très grande difficulté pour compléter Mass Effect Andromeda, et autant dire que l'équipe est pas très enthousiaste à l'idée de mettre de côté leur bébé pour finir le jeu dans studio annexe. Donc tous les développeurs de Joplin passent leur année à apporter du soutien aux collègues, et quand ils reviennent bien motivés à l'idée de reprendre le projet, ça s'est un peu passé comme ça. Très bien, mais du coup, votre jeu, il est multi ? On n'avait pas forcément prévu de... Vous voulez pas faire du multi ? Alors c'est-à-dire que de base on pensait à un jeu solo... J'ai posé une question. C'est que Electronic Arts, en 2017, n'a qu'une seule idée en tête, le modèle de jeu à service multijoueur. C'est une poule aux œufs d'or, plus besoin de sortir un jeu tous les 3-4 ans, il suffit de mettre régulièrement un titre à jour, et c'est pas très cher, hein, et le pire... c'est que les joueurs payent. Et un jeu de rôle solo comme Dragon Age, ça rentre pas trop dans cette catégorie. Alors BioWare descend pas mal dans la réputation au sein des studios internes de EA, pas de FIFA ou de Battlefield avec leurs vieux jeux solo là qui rapportent que dalle, et les producteurs ont un mal fou à être force de proposition avec l'éditeur. Joplin est ainsi largement ralenti au profit d'un réel jeu-service concocté par l'équipe de Mass Effect, un certain Dylan qui deviendra... Anthem. Bon, je vais pas m'étendre sur ce projet, ce sera aussi un sujet de vidéo à part entière et je vous redirige sur la super vidéo de Ico qui brosse un tableau très complet du jeu et de son histoire. Mais concernant la petite équipe de Dragon Age au sein de Edmonton, tout le personnel est assigné à du renfort sur ce shooter à service traversant un enfer de développement sans vision claire, sans réelle direction, avec des têtes du projet qui se changent tous les 6 mois. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est pas pour rien. Retour en enfer donc, avec des journées interminables, alors que les développeurs s'étaient promis de ne plus jamais réitérer les erreurs de management et, comble de tout, le projet Joplin est définitivement annulé. Imaginez l'ambiance. Tout ce qui reste de Dragon Age à cette époque, c'est une poignée d'auteurs qui s'occupent de repenser intégralement le 4e opus, en esquissant une nouvelle version nommée Morrison. L'ambition est de réemployer les outils créés par Anthem et les adapter à l'univers de TEDAS. Ça aurait ressemblé à quoi, ce Morrison ? Un jeu service. Et tout ce qui a été fait pour Joplin, à la poubelle. Quel plaisir. Vraiment, c'en est trop pour de nombreux membres de l'équipe, à commencer par le directeur créatif historique de la saga, Mike Ledlow, qui fait ses valises et quitte BioWare quand il apprend le reboot du projet. Et du coup, en 2018, on a le droit à un vague teaser pour ce projet Morrison, comme BioWare nous y habitue depuis quelques années. I suspect you have questions. Bien avancé, hein. La promesse des développeurs... Anthem avec des dragons. Alors en vrai, il y a quelques bonnes idées qui sont là. Un monde qui change en fonction des choix des joueurs à travers le monde entier, comme un méga système d'influence, des compagnons jouables en coop. C'est des trucs en soi pas mauvais, mais la vision ne semble pas très claire, et surtout, la sortie et l'accueil de Anthem... assez glacial a pas aidé le studio et l'éditeur à s'entêter dans ce projet. C'est à ce moment-là où la structure de BioWare commence à s'effondrer, les développeurs ne se sentent plus écoutés, beaucoup partent, d'autres souffrent d'anxiété, de stress et de dépression, et le studio a une réputation exécrable. Il fait juste pas bon vivre d'être employé dans ce studio à Edmonton. L'auteur en chef de la série, David Gaider, après avoir bataillé sur Anthem sans être écouté, claque aussi la porte de BioWare, fondé son propre studio pour faire des RPG musicaux. C'est pas mauvais si vous voulez mon avis. Mais bon, c'est vraiment pas ma cam. Le projet Morrison ne dépasse pas le stade de pré-production, en réalité, et pour une 3e fois complètement remanié, BioWare promettant discrètement sur les forums que l'essence de Dragon Age serait respectée. Bon, la date de sortie est d'ailleurs prévue pour les environs de 2020. 2020. Oui, mais vous le voyez venir... En plus de tous les problèmes, la pandémie vient enfoncer le clou, surtout que c'est à ce moment-là où le jeu est censé entrer dans le gros du développement. L'équipe grossit à mesure que le projet avance et la communication se fait de manière assez transparente avec de nombreuses vidéos et communiqués pour suivre l'avancement du jeu, concept art, making of, et même un recueil de nouvelles, Tevinternights, permettant de mettre à jour l'état actuel du monde de TEDAS et préparer le terrain pour la grande histoire de ce 4e opus. Et quand 2020 touche à sa fin, c'est au tour de Mark Darrah, pourtant jusqu'ici tête pensante de chaque jeu Dragon Age, qui claque la porte en même temps que le papa de Mass Effect, Casey Hudson. À partir de là, ça devient assez troublé. BioWare annule son projet de remake de Anthem, censé corriger tous les problèmes du jeu pour se concentrer sur Dragon Age Morrison, qui prend le nom plus sérieux de Dragon Age Dreadwolf. La partie jeu-service et multijoueur est remaniée, puis complètement annulée, et vous savez ce que ça veut dire ? Retour à la case pré-production. Parce que ouais, c'est complètement un autre jeu, et avec le départ du producteur exécutif, autant vous dire que c'est compliqué de reprendre le bébé en vol. Il faut remercier pour ça le nouveau patron de BioWare,
Gary McKay, qui prend ses fonctions dans un chaos total, en promettant ni plus ni moins qu'un retour aux sources, créer de gros jeux solo pour les franchises historiques du studio. Une nouvelle grosse vague de départ survient alors, et de l'équipe de Inquisition, il ne reste finalement quasiment plus personne, ni du côté des développeurs, ni des têtes de BioWare, notamment Matthew Goldman qui se casse. Alors c'était le directeur artistique de la saga jusque-là. Côté joueur, c'est à ce moment-là où on est assez sceptique, moi y compris, en apprenant toutes ces nouvelles. Qu'est-ce qui reste finalement de BioWare? Qui va remplacer cette équipe? Comment le savoir-faire peut-il maintenant être transmis? Ce chaos entraîne pas mal de restructuration, la pandémie n'étant toujours pas terminée, et BioWare compte pourtant sortir le titre en 2023 avec un John Epler reprenant le rôle du directeur créatif. C'est l'un des derniers développeurs ayant bossé sur les cinématiques des 2 précédents jeux de la franchise à être resté au studio. Alors globalement, le bal des départs va pas s'arrêter pendant toute l'année 2022, et on sent que le projet peine à se structurer. Mais le jeu arrive dans une version alpha à la fin de l'année, développé toujours sur ce bon vieux Frostbite que l'équipe réemploie. Dreadwolf devient ainsi un jeu d'action-aventure avec des éléments de RPG, très inspirés des autres succès du genre, Jedi Fallen Order, Final Fantasy VII Remake et surtout les 2 remakes de God of War, pour ce qui est du design des niveaux et des quêtes. On a rapidement tourné la page du monde ouvert amené par Inquisition pour élaborer des niveaux bien plus maîtrisés. Par ailleurs, le compositeur Trevor Morris ne rempile pas pour ce 4e opus et laisse son maître d'armes Hans Zimmer et surtout son associé Lorne Baffel composer quelques thèmes pour le jeu. Assez étonnant, Mark Darrah, qui avait pourtant claqué la porte du studio 2 ans plus tôt, fait son comeback dans l'équipe de Dreadwolf en tant que consultant, histoire qu'il puisse partager son point de vue et son expérience avec cette jeune équipe. Dreadwolf entre alors dans une phase assez avancée et l'équipe de Mass Effect vient donner du renfort à l'équipe de Dragon Age pour finir le gros du travail. Sauf que la vie est une sale race, car ça c'est avant un gros plan de licenciement, comme il y en a eu énormément depuis 2023, et ce ne sont pas moins de 50 employés de BioWare qui perdent soudainement leur job. Dites-vous que ça s'est même fini au tribunal. Force à tous les développeurs, ça fait quelques années que c'est pas facile et on est avec vous. Ça implique pas mal de retard, et la date de sortie est décalée à 2024, et en même temps, tant mieux, parce que ça aurait dû sortir le même mois que... Comme quoi, finalement, la vie est pas trop mal faite. I have standards. Entre BioWare Montréal qui a fermé ses portes après l'échec d'Andromeda et BioWare Austin qui finit par lâcher l'entretien du MMORPG The Old Republic, BioWare se recentre pour la première fois depuis 20 ans sur des projets précis, sans s'éparpiller, et Dreadwolf, dont la bande-annonce est révélée au Summer Game Fest de 2024 sous un nouveau nom, à savoir Dragon Age The Veilguard, donne enfin des nouvelles moins officieuses. If your first and only Dragon Age game was Dragon Age Inquisition, you might be coming in expecting this game to be a direct sequel to Dragon Age Inquisition, with the same protagonist, picking up immediately after the events of Trespasser. And that's not what this game is. This game is set further in the future with a different protagonist, as all of the Dragon Age games have had. So what you want to be careful of is that your name isn't implying that this is a direct instantaneous sequel to Dragon Age Inquisition. Alors, je récent oblige, je signe entre des infos officielles très lisses, là comme des studios c'est jamais très objectif, et des rumeurs bizarres qui viennent de Reddit. Difficile à vérifier. Alors où je fais cette vidéo, on n'a pas le recul nécessaire pour démêler le vrai du faux. Oui, je fais ce que je peux. Ah oui, et petit souci, là où on en est, ça fait 8 ans que Dragon Age Inquisition est sorti. Et vous vous en doutez, les gens commencent à avoir un peu perdu le fil de ce qu'est Dragon Age et ce qui s'est passé. Et c'est pas comme s'il y avait beaucoup de romans et de comics qui étaient sortis depuis. Du coup, BioWare décide de préparer le terrain pour The Veilguard, avec un truc dont on est maintenant familier avec la saga. De l'audiovisuel. Encore, web-série, c'est fait, film d'animation, c'est fait, alors qu'est-ce qui nous reste? Eh ben le mélange des deux. Le studio d'animation coréen Red Dog Culture House, à l'origine d'un paquet de webtoons et surtout de la série d'animation Lara Croft, signe pour Netflix une nouvelle série d'animation nommée Dragon Age Absolution. Alors l'ambition c'est de raconter l'histoire d'une troupe de voleurs bien sympathiques au service de l'Inquisition, et qui vient dérober un artefact très important. Vous comprenez, l'objectif est de faire le lien entre Inquisition et The Veilguard. Donc on a une apparition très express de Cassandra, belle perf, et un scénario très sécure, avec quand même un paquet de persos, je me souviens d'absolument aucun nom, et une animation qui est ce qu'elle est, Décidément, le truc audiovisuel le mieux animé de tout ce que j'ai vu dans cette saga, c'est le Machinima, c'est une dinguerie. Alors c'est juste très oubliable et dispensable, ça vole pas très haut, et c'est d'ailleurs narrativement sans enjeu. Dommage, Lady Lamoro, ça reste quand même la marque de fabrique de cette licence. Là, tout est toujours bien qui finit bien. Ah oui, et ça essaie un peu tout le temps d'être drôle. Foutus humains et leurs foutues grandes jambes. Vous êtes vraiment en train de maudire tous les humains, la clone? Seulement leurs jambes. Mais qu'est-ce que c'est, une blague? Après, ils ont l'air d'y croire, Il y a même une fin ouverte, pour une saison 2. Mais ça restera une série, même si elle reste à des années-lumière au-dessus de Dawn of the Seeker, qui sait pas trop à qui elle s'adresse. Et
Ben oui, ça a pas loupé. Alors du côté de The Veilguard, ça avance bien. On produit même une saga MP3 plutôt pas mal pour présenter chaque personnage. Et finalement, et après 8 ans de développement et au moins 3 reprises à zéro de ce qu'on sait, si ça se trouve on aura des insights dans 10 ans, Dragon Age The Veilguard sort sur toutes les plateformes le 31 octobre 2024. Dragon Age The Veilguard s'ouvre sur une création de personnage très complète où je vais pouvoir choisir mon origine, ma faction et toute mon apparence, où on peut vraiment faire des têtes de ouf. Y a même la coiffure de Link. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir enfin importer mon contexte de... Quoi ? Je peux juste refaire mon inquisiteur ? 3 pauvres choix qui se battent en duel, sérieux ? Et le gosse de Morrigan, mes mages emprisonnés à Kirkwall par mes soins, mon Sébastien qui boude, mon Alistair roi. Vous avez pas le droit de me retirer mon Alistair, Bon, c'est parti pour incarner Rook, 10 ans après l'Inquisition, un poteau de notre cher Varric, dans l'empire tyrannique de Tevinter, comme nous l'avait promis le dernier DLC de la saga. Voici ma Rook, une naine en mode Légion des Morts qui a rejoint en toute logique la Sentinelle Funeste, une faction de nécromanciens très Beetlejuice. C'est donc sur un merveilleux thème principal, très épique, que nous nous retrouvons à Minrati, la capitale de l'Empire choisie par cette ordure de Solas pour déchirer le voile, la frontière entre l'immatériel et Tédas. Après une course haletante, on arrive devant le bonhomme, Varric tente en vain de le raisonner et on parvient à interrompre son rituel à temps. Solas est emprisonné dans l'immatériel, mais 2 anciens dieux elfiques, Elgarnan et Gillanine, parviennent à infiltrer Tédas en compagnie non pas d'un, mais de 2 archidémons, bien décidés à restaurer leur empire et déclencher un nouvel enclin plus terrible que les précédents. Quant à nous, c'est accompagné de l'éclaireuse de l'Inquisition Harding, de la détective privée Neve et d'un Varric rendu infirme que nous décidons de former depuis le phare, l'ancien bastion de Solas dans l'immatériel, un groupe d'intrépides aventuriers, la Garde du Voile. Il rentre en tête. Jeu BioWare oblige, on va donc prendre notre rôle de DRH très à cœur en recrutant une galerie très éclectique de compagnons. Bellara, la spécialiste des Éluvianes, les miroirs téléporteurs, avec littéralement son Omnitech de Mass Effect, oui, on fait même plus semblant. Lucanis, notre Sasuke corbeau d'Antiva avec son démon intérieur. Darwin, le garde des ombres chargé de veiller sur les derniers griffons de Tédas. Emmerich, le nécromant à la moustache soyeuse avec son serviteur qui me fait bien délirer. Et Tash, Draconis qui n'a besoin de rien ni personne. Une fois l'équipe composée, on est parti pour repousser un dragon de la forteresse des gardes des ombres. Et puis avec un tas de péripéties bien over the top, de se préparer au mieux à la prochaine éclipse solaire, où les dieux elfiques comptent mener leur plan à bien. Et Elgarnan était déçu. Oui, merci Varric, oui. Le culte ferait tout pour contenter ses dieux. Ah, tu racontes ce que j'ai fait il y a 5 minutes. Le culte ferait tout. Mais ta gueule! Ainsi, on renforce ses compagnons pour gagner leur loyauté, on complète leur petite quête personnelle se finissant chaque fois sur un ultimatum, et on explore ainsi les 4 coins du nord de Tédas. La grande nécropole de la Sentinelle Funeste, la cité vénitienne de Treviso, la forêt enchantée dysfonctionnelle d'Arlatan, les docks malfamés de Minrati, et une croisée des chemins bien bordélique. Franchement, n'abusez pas du voyage rapide, il y a plein de jolies choses à faire de ce côté-là. Sauf qu'un problème surgit et non des moindres, Elgarnine et Gillanine parviennent à déplacer la lune, et ainsi avancer la date de l'éclipse. On part donc les affronter en urgence dans un final aussi bourrin que meurtrier, où il va falloir, à la manière de Mass Effect 2, placer stratégiquement les bons compagnons aux bonnes tâches, sous peine de les voir. Non. Ah oui, crever carrément. Toutes les forces du nord de Tédas convergent vers Minrati en fonction de l'aide qu'on leur a apportée. Ça fait dragon, dieu, dragon. Ah tiens, Morrigan, c'est vraiment le personnage principal de tout Dragon Age, celle-là. Puis combat contre le dernier dieu elfique. La fin dépend de vous et de vos anciens choix. Le voile se referme, Tevinter et Tédas sont sauvés, avec ou sans vous, en fonction de vos choix. Et c'est la fin. Vous l'attendez. Avant le plot twist. La tempête apaisée. Loghain ? Bartrand ? Corypheus ? Tous manipulés. Non, est-ce que ça ne serait pas... Sacré exercice que de finir cette rétrospective sur un jeu sorti à l'heure où je tourne cette vidéo il y a à peine quelques mois. The Veilguard, ce n'est pas seulement le retour de Tédas sur nos ordinateurs et consoles, c'est aussi et surtout, vous verrez, le retour d'une formule de RPG cinématique signature d'un studio après 10 ans d'errance et de restructuration. Les voir revenir avec un jeu Dragon Age est d'autant plus intéressant. Une saga de fantasy dès le début pensée comme un hommage à ce savoir-faire rôliste des années 90 et 2000. Autant vous dire que j'étais très curieux quand j'ai installé les nombreux gigaoctets que compte ce titre.
titre. Et la première chose vraiment frappante, c'est sans nul doute ce nouveau gameplay. 2024 oblige, on tourne la page de la caméra tactique, de la pause active pour gérer les déplacements, et même, première fois pour Dragon Age, le contrôle des compagnons. C'est simple, la nouvelle équipe puise ici toute son inspiration dans son plus grand succès commercial et critique, Mass Effect. Ah ouais, la roue tactique pour balancer les pouvoirs carrément. Bouclier, barrière et armure sur les ennemis, ça me dit un truc tout ça. Et un Omnitech, genre vraiment. Faut pas être un grand analyste pour remarquer ça. On conserve du gameplay de Dragon Age que l'arbre de compétences très fourni avec plein de capacités passives et actives à débloquer. Et c'est à peu près tout, hein, côté gameplay. Et sinon, on est toujours épaulé de 2 compagnons qui frappent pas bien fort de base, mais qui servent à appliquer des états et certains types de dégâts aux adversaires. Sinon, c'est du Mass Effect, très littéral, et qu'on se le dise, pas mal à l'ancienne, dans toute sa rigidité concernant les combats et son architecture de jeu. Bon alors du coup, ça donne quoi Mass Effect en 2024 avec des épées et de la magie? Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Alors c'est spectaculaire, genre pas de soucis là-dessus. En plus ça tourne super bien et ça dégueule d'effets de lumière, de particules et tout et tout. Mais déjà, bon, c'est très facile, pourtant je suis pas très doué quand il s'agit d'avoir des réflexes en jeu, enfin, plus jamais je te touche, mais j'ai roulé sur le jeu sans trop de difficultés. La faute à un système de type de dégâts beaucoup trop efficace. Vos armes et capacités infligent des dommages de feu, froid, nécrotique, vous savez, et peuvent appliquer certains états aux ennemis. Et si 2 états particuliers, genre fissure et affaiblissement, sont appliqués tour à tour au même ennemi, ça explose. Et c'est vraiment très efficace, et même très jouissif quand ça arrive. Si bien que malgré les résistances et vulnérabilités des ennemis, leur pattern est très prévisible au bout de 10 secondes de jeu, et font des rencontres, des moments certes jolis, mais pas très passionnants. Et d'ailleurs on peut esquiver la plupart des rencontres. Salut les mecs, j'ai une cinématique à rejoindre moi. C'est assez étrange, surtout que le jeu revient à certains défauts, notamment de Dragon Age 2 et de Inquisition. Quelques sacs à PV, notamment les dragons, c'est vraiment une plaie, et surtout des ennemis qui se remettent à pop autour de moi. Enfin, quand est-ce que je balance mon ulti? Comment je fais ma strat? De toute façon, la partie tactique est ici largement sacrifiée. C'est vraiment dommage. C'est la principale chose qui démarquait Dragon Age de Mass Effect, justement côté gameplay. J'ai envie de dire que même ce 4e titre est moins tactique que pouvait naître la saga de Shepard. Dans Veilguard, les compagnons sont immortels. On peut même pas leur dire de se placer ici ou là, comme dans les 3 jeux Mass Effect. On peut à peine genre leur donner des cibles et lancer un pouvoir. Franchement, on a vu mieux. On est ici face à un jeu d'action légèrement RPG à la God of War. Très à la God of War. Fini Ferelden, fini les marches libres et fini Orlaïs. De Veilguard nous propose d'arpenter les terres colorées du nord de Tedas, à travers un level design qui revient à mon plus grand plaisir, croyez-le, à la formule du monde semi-ouvert de Origins et du second opus. C'est assez marrant cette espèce de capsule temporelle, c'est, comme je disais, un design qu'on retrouve un peu moins, tellement on s'est habitué aux symptômes du monde ouvert mal maîtrisé. Ici on ne se perd pas, c'est assez dense, mais par contre... Vous allez rester planté là toute la journée, vous? Et vous allez pas genre fuir? Il y a un combat devant vous, quoi? Ouais, après The Witcher 3 et Baldur's Gate 3, voir des villes aussi mortes, c'est vraiment bizarre. Les gens ne bougent pas, ne réagissent pas, restent vissés sur leur caisse en bois pendant littéralement tout le jeu. Pour Mass Effect 2 en 2010, je comprends, mais même genre Neverwinter Nights avait un pas d'hiver plus dynamique. Il y a 22 ans, quoi. Ajoutez qu'on peut interagir avec quasi personne en dehors des quêtes, c'est vraiment figé, et le nord de Tedas a l'air si statique. Même à côté d'un Kirkwall qui évoluait tant en à peine 10 heures de jeu. Reste que dans l'ensemble on s'ennuie pas dans cette formule de level design avec des éléments qu'on dit Metroidvania, avec ces zones débloquées progressivement au fur et à mesure de la quête principale pour aller y chercher des coffres. Ah bah, il vous a bien marqué le remake de God of War BioWare, Des coffres comme s'il en pleuvait, avec des raretés d'armes, d'armures et d'accessoires à débloquer à littéralement tous les coins de rue. Alors vous trompez personne, C'est assez bizarre, me semblait que la mode était un peu passée, mais faut croire que ça fait encore des émules, Ajoutez ces milliers de jarres et de coffres qu'on peut dézinguer pour récolter du bois et des cristaux. J'ai un peu l'impression d'être le héros de Dark Alliance sur PS2 balancé dans Tedas avec ma frénésie de tabassage de céramique. Ah, je crois que j'ai oublié de dire un truc sur les zones du jeu. Le Frostbite, c'est quand même incroyable, C'était déjà le cas dans Inquisition, ça je peux pas le nier. Quelle claque tous ces décors, du port malfamé labyrinthique à la forêt bourrée d'anomalies lévitant en l'air, à l'inventivité de la croisée des chemins, on sait même plus où donner de la tête. Surtout que tout ça est quand même plutôt bien architecturé, on se perd jamais dans les zones. Bon, l'interface donne quand même un gros coup de pouce pas subtil aussi, mais c'est assez bien ficelé, connecté, c'est facile de voyager malgré cette minimap bizarre, mais vous en faites pas, on s'y fait vite. Même si franchement, ça manque pas mal de cohérence artistique
artistique entre les différentes zones, et j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir fait un voyage au nord de Tedas, juste d'avoir suivi une route bien balisée. Tout ça manque assez cruellement de liant, on sent vraiment pas que ces zones sont interconnectées, vu que aussi les voyages sont skippés. Ça se serait joué à pas grand chose, notamment avec une direction artistique différente. Nouvelle région oblige, si on est passé de la bouillasse arthurienne de Ferelden à la ville brutaliste de Kirkwall jusqu'au style français art déco de Orlaïs, Tevinter et ses royaumes alentours arrivent avec une proposition radicalement différente de ses trois grands frères. On a un empire tyrannique de mages. On oriente donc la saga vers un ton de science fantasy, plein de portails magiques vraiment détonnants. Enfin, c'est un peu étrange quand on le replace dans la saga. Je suis pas fermé à l'idée, très loin de là. Même s'il y a du blabla techno-scientifique qui arrive souvent comme un cheveu sur la soupe avec Bellara. Une fois le cristal de résonance remplacé, les lentilles de lyrium ajustées, il a bien fonctionné. Bon, j'ai dû harmoniser les matrices, mais il a fonctionné. Pas comme ce truc. J'ai rien compris. Mais c'est pas tant ça que The Veilguard surprend le plus. C'est que... Eh bien voici l'inquisiteur Trevelyan, l'homme qui a dirigé notre équipe. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu avec l'inquisiteur. Galère de refaire sa tronche. En plus, il manque la moitié des coiffures, quoi. Et Isabella, sérieux. Et lui, c'est... Magister Dorian Pavus. Pour vous servir. Dorian ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Dorian ? Non mais là c'est criminel. Ouais, les chara-design, la gueule qu'ont les personnages, c'est un choix. On a vraiment l'impression de jouer à un remake genre de Fable avec ces visages anguleux et un peu cartoon. C'est vraiment bizarre au regard des jeux très réalistes précédents. Le moteur Frostbite, c'est pas un scoop, ça a jamais été une machine à faire de bons rendus sur les tronches. Bon, au moins, est-ce qu'on peut partir au jeu, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a au moins des vraies gueules. Marrez-vous, mais c'est ce que je kiffe moi dans la fantasy. C'est des trognes, il y a des ados, des vioques, des gros, des maigres. Il y a toute une déclinaison de tronchasse vraiment originale. Truc vraiment réaliste qui manque vraiment dans tous ces décors qui dégueulent de couleurs, des fois même jusqu'à l'extrême. Je sais que j'ai critiqué la bouillasse grisante d'Origins, la tristesse de Kirkwall et la DA Xbox de Inquisition, mais là faut un peu doser sur le RGB. À un moment on n'est pas dans une pub Nvidia. Et alors le débat qui a animé les foules, est-ce que la promesse de Dark Heroic Fantasy est dans The Veilguard remplie, ou s'agit-il d'une toute autre proposition ? Comme je vous le disais pour Inquisition, ça fait déjà bien longtemps que je considère que la page est tournée, et si à mesure qu'on s'approche de la fin du jeu, l'enclin prend une forme de plus en plus purulente, avec ses créatures moches et ses kystes un peu partout, on retrouve même à un moment l'esthétique de mon extension favorite Awakening, avec cette corruption dégueulasse un peu partout sur les murs, ça rattrape un peu, mais ça fait longtemps que la saga est passée à autre chose. Mais ça, ce n'est pas tant dans l'esthétique, car Inquisition marchait déjà dans ce sentier, mais ça a pu savoir du côté du ton général du jeu. Avant de parler de la trame et des personnages en tant que tels, faut aborder ce qui est pour moi le plus gros défaut de ce The Veilguard, son ton général. Si le scénario ne manque pas d'enjeux XXL, genre 2 archidémons, pas 1, 2 quand même, et en plus super comédien, et même une version française de bonne qualité, c'est cette espèce de ton sarcastique omniprésent qui devient très vite hyper fatigant. Alors un exemple vaut mieux que 1000 mots, genre ce mec est avec sa tenue classique de méchant de fantasy. Il a capturé le frère d'une de mes compagnons et on a le droit à quoi ? C'était quoi ce masque qu'il portait ? Il a commencé à briller. En bronze ? Plutôt moche ? Ouais, exactement. Le masque moche, vraiment, moi je le trouvais cool. C'est moi. C'est un peu clinquant, mais jolie entrée. Mais je prends cet univers plus au sérieux que les auteurs ou c'est quoi là ? Le seul ennemi qui compte, c'est le roi dragon. Quel nom merdique. Si je parlais déjà de marvelisation dans le traitement des personnages et de la trame de Dragon Age Inquisition, croyez-moi, ça s'arrange pas ici. Et c'est autour de cette espèce de ton cynique un peu méta qui empoisonne toute la trame principale. C'est le florilège des petites remarques et des blagounettes. Dans l'ensemble, je suis vraiment pas contre, vous connaissez mes critères, la diversité de tons, c'est l'essence même d'un RPG réussi selon moi. Mais quand c'est dans des espèces de blagues à 2 balles, genre un griffon qui bouffe du gingembre... Hassan n'accepte que de la viande et des truffes de gingembre. On dirait que ça manque de gingembre. Emmerich a dit que les truffes de gingembre auraient des propriétés magiques. Voici le gingembre. Ton hypersensibilité au gingembre. Et si on en parlait autour d'une tisane au gingembre ? Je vous jure, ça a l'air hilarant le gingembre, visiblement. Et de 2, pour parasiter les séquences chargées en émotions, comme si les scénaristes n'assumaient pas leur premier degré, c'est fatigant, voire même très énervant. Par exemple, prenez la fin de ma romance avec l'éclaireuse Harding. Elle vient de contrôler ses pouvoirs grâce à mon attachement pour elle et le risque que je prends, quitte à mourir. La séquence, elle est forte, et c'est la fin d'une longue série de quêtes, pas trop mal écrite en plus. Et ça se finit sur... Je savais que tu pouvais pas résister à mon charme. Tais-toi, s'il te plaît. Mais franchement. Et ce côté méta-ironique, cette écriture qui va de Marvel à Netflix aujourd'hui, qui n'assume plus le premier degré de ce qui est raconté, cette
pollution est encore plus profonde avec tout le groupe de compagnons. C'est simple, on n'a pas l'impression de jouer à un groupe d'aventuriers éclectiques venus des quatre coins de Tedas, comme le jeu le promet, mais plutôt des ados shootés au sucre, heureux d'être des héros de Dragon Age, ou en tout cas d'un monde de fantasy épique. Du coup, ça se balance des... En plein combat, hein, je suis censé lutter pour pas crever, hein, normalement. Ça s'émerveille devant des paysages qui sont censés connaître, vu que c'est chez vous, hein, normalement. Bref, il y a un ton méta, une intertextualité, plus précisément, qui est extrêmement envahissante et qui empoisonne tout le jeu, et qui passe son temps à encenser Rook, notre héros, à nous dire à quel point on est génial, qu'on fait les bons choix, et que... Ce n'est pas ta faute. Justement, j'aimerais bien que ce soit un peu plus ma faute, parfois. On va y revenir. En gros, j'ai le sentiment que les scénaristes ont trop conscience de faire de l'heroic fantasy, car même en ce qui concerne Dragon Age et Tedas, c'est pas la joie. Franchement, on va pas me la faire. C'est pas mon genre de faire la chasse aux incohérences de lore. Je m'en fous un peu la plupart du temps, quand c'est pas too much, hein. Et 10 ans après le 3e opus, ça me paraît logique de remettre un peu à plat des trucs. Cependant, même pour faire semblant, même si c'est symbolique, avoir supprimé l'importation de sauvegarde, ça se pose là, surtout avec un jeu ouvrant tant vers un 5e opus, et comportant tant de décisions qui vont sans doute influer dessus. C'est la moindre des choses de pouvoir entrer sa grande histoire et avoir quelques références, même si c'est cosmétique. Alors, ça part de la divine par exemple. J'ai rappelé à la divine qu'elle me devait une faveur. J'aurais bien aimé juste avoir son nom, vu que moi je suis censé l'avoir fait accéder à ce rang dans le jeu d'avant. Cassandra, Liliana ou Vivienne, c'est dommage. Et d'ailleurs, le thème de la religion a semble-t-il complètement disparu. Il me semblait qu'à écouter Dorian dans Inquisition, Tevinter était sacrément religieux. Fini Andrasté, fini la chanterie, pas de divine noire comme on nous en parlait. C'est un rendez-vous manqué quoi, c'était un des thèmes de tout l'univers. Mais autant, en vrai, tout ce qui vient de Dragon Age Inquisition, c'est relativement bien respecté. Le caractère manipulateur et jusqu'au boutiste de Solas, l'inquisiteur et ce que devient l'inquisition. Mais faut parler de ça là. Finalement, tu as un peu de dragon en toi. Eh bien moi, j'ai un peu d'engeance. Quand tu rejoins les gardes, tu dois boire un peu de leur sang. Mais Darwin, mais ta gueule! Enfin, piqûre de rappel de ce qui se passait dans Origins quand quelqu'un entendait parler de l'Union sans être garde des ombres. Vous ne pouvez plus reculer. Non, je refuse. Je suis désolé. Et c'est justifié comment par l'intéressé? Alors ça balance les secrets des gardes, Davrin? Ça restera entre nous trois. À qui veux-tu qu'elle le dise? Ça dépend qui paie. Ah mais vous foutez de la gueule de qui? Et puis on évacue l'obligation qu'a un garde des ombres de sacrifier pour vaincre l'archidémon. Enfin ça me paraissait pourtant être un truc essentiel de genre le boss final du premier jeu, et ce qui est la matrice de toutes les différentes fins. Et c'est pas beaucoup mieux pour les autres factions, avec la sentinelle funeste, cet ordre de nécromanciens sur lesquels j'avais mis beaucoup d'espoir en lisant leur background. Et c'est enrobé d'un ton un peu comique Famille Adams, pas très drôle, et de squelettes farceurs. Même si bon, Manfred, il est rigolo, je vous l'accorde. J'ai toujours pas saisi leur réelle utilité. Ils arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et n'apportent vraiment rien à la toile de Tedas. Ça fait un peu pièce rapportée pour justifier un trou dans l'histoire. Pareil avec les corbeaux d'Antiva, on est loin de l'ambivalence de Zevran, hein. Ils sont tout gentils là, ça manque d'une vraie continuité dans les thèmes et le ton des 3 jeux précédents. Et sans parler des mandataires du voile, ces elfes d'Alacia au contact des anomalies du voile justement. Ils réagissent quand même vachement bien quand on leur raconte que finalement leurs dieux sont maléfiques. C'est quand même leur religion à un moment donné, ça aussi c'est traité un peu par-dessus la jambe. Je m'attendais pas non plus à apprendre que mes dieux saccageaient tout et voulaient détruire le monde. Il y a des jours comme ça. Alors encore une fois, le contenu qui consiste à définir la qualité d'un jeu juste vis-à-vis de leur seule cohérence de détails dans le lore, même en tant que fan de RPG et de MJ de jeux de rôle, c'est pas un critère très important pour moi. Mais honnêtement, le traitement cynique de cet univers pour en faire de simples blagues ou les motivations marvelisantes d'un univers préétabli, c'est quelque chose que je considère vraiment difficile à pardonner à l'épisode. Mais tant qu'à parler des qualités inhérentes au genre RPG, autant parler de quelque chose qui m'avait franchement déçu dans Inquisition, la diversité des choix disponibles. Comme pour Dragon Age 2, j'ai tenté de jouer une Rook intransigeante, naine implacable, à cheval sur l'ordre et la loi, et fidèle à ses convictions de sentinelle funeste. Et autant vous dire que le résultat est loin de la pourriture anti-mage de ma Hawk, et encore plus de ce que je pouvais faire dans Origins. Qu'est-ce que ce jeu est gentil. Enfin, si je forçais un peu le trait pour Inquisition, avec les 3 choix qui en revenaient toujours au même, The Veilguard arrive à faire encore pire dans la plupart des interactions. Les réponses sont être sympa avec gentillesse. Je pourrais en dire autant de toi. Être sympa avec sarcasme. On dirait que je suis un truc coincé entre tes dents. Et être sympa de manière... On fait équipe, c'est notre boulot.
pressé. Et quand on a de la chance, on peut être sympa de manière triste et être sympa de manière ferme. Oui, on est un bon samaritain. C'est la fin du monde, mais on ménage bien tout le monde. On adore le compromis et on est copains avec n'importe qui, quoi qu'il advienne. Genre même les compagnons entre eux, genre tout le monde se kiffe. Ou alors finissent par s'adorer, hein, genre Darwin et Lucanis, Garde des Ombres et Corbeau d'Antiva, qui sont pourtant rivaux. C'est pas Jack et Miranda ou Tali et Légion, ça. Moi qui ai du mal à jouer méchant dans les RPG parce que les PNJ tristes, ça me rend triste, moi je risque pas d'être bouleversé. Et justement, qu'est-ce que c'est pauvre, et ça ne va que dans une seule direction. Et on se demande même pourquoi ces différents choix existent à part nous faire l'illusion de l'interaction, tellement la teinte donnée à ces réponses est subtile. C'est à ça que servent les runs méchantes, côté obscur ou pragmatique, comme vous voulez. Parfois, on a envie de cogner le journaliste, de laisser le dragon Crate bouffer les braconniers, ou livrer ses mâches du sang aux Templiers. Au moins une fois, rien que pour voir, ou parce qu'on sent pas les personnages. Dans The Veilguard, la plupart du temps, tout ça n'a vraiment pas d'impact, et les quêtes secondaires ne peuvent pour la plupart que se finir que d'une seule et unique façon. Du coup, tout ça, c'est ce que j'ai noté jusqu'à l'acte final du jeu, où d'un seul coup, Alors dis-moi, Rook, toi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que... Je peux décider du sort de chaque compagnon? De renier leurs convictions ou non? De les envoyer mourir au champ de bataille? Même si tout le monde meurt, il y a de vraies conséquences. Je sais pas trop ce qui se passe, mais à partir du moment où le jeu rentre dans ses 5-10 dernières heures, la magie des embranchements propres à BioWare réapparaît spectaculairement. Nos choix ont des conséquences directes, on risque sa peau et la peau des autres, et on peut même avoir des embranchements cachés. Ça, je vais y revenir plus tard, mais c'est un truc de ouf quoi. Et autre point fort, c'est le retour du système d'origine si cher au premier jeu de la saga. À la création du personnage, vous allez devoir choisir votre faction, et ici, je l'avoue, je pensais que ça allait être sous-exploité par le jeu, comme les choix faits dans Acquisition, et The Veilguard m'a très agréablement détrompé. Mon personnage réagit vraiment comme un membre à part entière des Sentinelles Funestes. On m'explique pas des éléments de lore que je suis censé connaître, et j'ai même beaucoup, vraiment beaucoup de choix spécifiques à ma faction, et même à ma race. Et genre là, sans spoiler, je me retrouve devant une entité qui a fait beaucoup de mal au peuple des nains, avec qui on me demande de parlementer pacifiquement. Et tout à coup... Après ce que vous avez fait aux Titans, je ne vous demande rien. Je prends votre essence qui m'aidera à arrêter vos amis. C'est ça, en fait, que moi j'aime dans le RPG. C'est génial. Ça donne envie de refaire le jeu, très sincèrement, pour voir les autres interactions. Le genre de trucs qui vont me marquer et que je vais raconter à mes amis. Tout comme les différents compagnons qui viennent m'épauler dans l'aventure, avec qui on peut avoir ces différentes petites histoires. La brochette de compagnons que propose The Veilguard est très éclectique, moins nombreuse qu'Inquisition, mais suffisamment pour qu'on finisse par les connaître par cœur, tellement leurs quêtes personnelles sont longues et riches. En vrai, simplement faire la quête principale et finir les quêtes de loyauté de chaque compagnon, ça vous demandera déjà une 40aine d'heures pour en voir le bout. Alors j'en pense quoi? C'est fini pour toi. C'est inégal. Enfin, comme tout Dragon Age, vous allez me dire. Bon, déjà leur présentation en mode méga super-héros... Oh là là, ça aide vraiment pas ce que je disais précédemment. Je regrette la taverne où on trouve tristement Leliana, c'est dire. J'avoue que j'ai pas adoré les personnages comme Lucanis et Tash. D'un côté, un sous-Anders avec un démon qui n'est jamais traité comme un problème dans un monde où, genre je sais pas, tout le monde peut être possédé quoi. Ça finit en copain-copain, ça n'a aucun sens. Et de l'autre, l'archétype du perso sans fêlure qui a besoin de rien ni personne et qui est tellement stylé tout le temps à n'importe quelle période de sa vie qu'il mangeait même plus pimenté que les autres quand il était bébé quoi. Enfin, ça fait un peu fanfic. Et même si la fin de sa quête personnelle est cool et même plutôt touchante en vrai. Et sinon, le jeu s'en tire pas trop mal, surtout comparé à la brochette tiède que présentait Mass Effect Andromeda, dernier jeu à compagnon du studio. La relation entre Darwin et son griffon est pas trop mal, surtout à la fin. Harding est fidèle à elle-même pendant tout le jeu avec son caractère d'ingénu, un peu monotone, mais découvrant son ascendance dans un très joli donjon à la fin. Et puis il y a les trois autres qui sont de vraies réussites. Bellara, même si ça commence pas hyper bien, c'est assez maladroit, mais au fur et à mesure ça devient un excellent personnage qui explore le thème du deuil avec pas mal de justesse. Neve, moi j'adore son rapport à la ville, si singulier. Si elle est choisie sur la barrière magique à la fin, ceux qui ont fait le jeu savent, ça fait une séquence très très cool. Et puis Emmerich est hyper intéressant, notamment son choix final qui est assez cornélien. Car ouais, littéralement toutes les quêtes de compagnons, très longues même pour un jeu BioWare, se finissent par un réel ultimatum qui a des conséquences directes sur les personnages. Enfin, y a pas de vraie fulgurance comme un Garrus, un Alistair ou une Bastila, mais de ce côté-là, je considère que le contrat
est rempli. Il y en a pour tous les goûts, et ce, même en matière de romances qui sont, un peu trop cucu dans l'ensemble, hein, c'est vrai. Mais il y a des jeunes, des vieux, des droits au but, des dandys, des ingénus et des carapaces à percer. Franchement, je pense qu'on s'y retrouve forcément. C'est assez vite expédié pour la plupart, et surtout on revient à une bisexualité par défaut. Alors même que Inquisition offrait un éventail de préférences de genre et d'origine selon la romance très réussi. Là, ça suit une même trajectoire, plus superficielle, plus lisse, très prude, et ça ne rend pas vraiment honneur à cette diversité d'archétypes qui nous aide dans cette aventure. La qualité de ces romances correspond à la qualité des compagnons, Aymeric et Bellara proposant des histoires mignonnes et efficaces, à défaut de véritables gestes passionnels. Qu'on s'entende, les défauts d'écriture que j'ai énoncés avant s'appliquent aussi aux personnages. Cette méta-ironie tout le temps, cette bienveillance constante, croyez-moi, personne va contredire la moindre de vos décisions ou être vexé, ou si ça arrive, une seule fois dans le jeu, on est immédiatement pardonné, et surtout les dialogues volent pas très haut, c'est très familier, même en VO, et la qualité littéraire du CRPG est loin. Et surtout quand on commence à jeter un œil plus global sur la trame et la manière dont cette dernière est ficelée. La quête principale de Dragon Age de Veilguard propulse la saga dans ce qu'Inquisition avait déjà amorcé, une dimension toujours plus over the top et XXL. À nouveau, c'est la fin du monde, 4 grands antagonistes, voire 5 même, des dragons à bastonner partout, et rares sont les quêtes secondaires qui n'ont pas pour enjeu de sauver une région, une ville ou même le monde aussi, allez, tant qu'à faire. Du coup, avec des enjeux pareils, difficile de foirer les motivations. C'est logique que les compagnons se rassemblent et luttent pour leur survie. C'est tous les potards à fond et tout le temps, et l'intensité du récit retombe rarement. À la moitié, j'en pouvais juste plus, de plans épiques, de monstres gigantesques, de fin du monde imminente. C'est un peu du chipotage, mais oui, ça manque un peu d'intimité. Ou alors, c'est inclus au forceps avec des personnages qui font part de leurs sentiments à des moments inopportuns, genre... Après que la moitié des gardes des ombres soient morts. Et moi, je m'inquiète à propos de ma nouvelle magie et de ce qu'elle signifie. Enfin, je crois que c'est un peu mal placé, là. Ah oui, il faut parler du découpage de cette trame principale. Pour une raison qui m'échappe, à chaque fin de séquence, on a un Varric qui vient nous raconter sur un joli diaporama, littéralement, ce que je viens de vivre il y a 10 secondes. Bellara, elle, avait trouvé autre chose. Un artefact contenant bien des connaissances oubliées. C'est sérieux? Mais à chaque fois, hein. Et puis... c'est vraiment tout le temps la même structure, ça en devient même une blague à un moment, hein. Hop, et voilà, c'est uploadé. Javencor venait de sortir une excellente vidéo grâce à ses soutiens sur Patreon. Mais ce qu'il ignorait, c'est que toujours Thomas s'apprêtait à en sortir une encore meilleure. De manière générale, déjà que Rook est pas un personnage très captivant, ni une carapace assez malléable à laquelle on peut s'identifier, il y a un vrai souci de subjectivité tout au long du récit. Genre, on est du point de vue de qui? De Rook, oui, sans doute. On le joue, c'est normal. Mais aussi de Lucanis, vu qu'on entend son démon intérieur, là. Fenarel interfère une fois encore. Ah, et des méchants aussi, on n'est pas censé savoir ça. Alors, c'était déjà le cas de Loghain, dans Origins, vous me direz, mais c'était une paire de séquences. Là, ça a tendance à pas mal perdre. Mais bon, au-delà de ça, comme pour les choix et conséquences, ce qui est étonnant avec ce 4e opus, c'est que tout prend son vrai envol dans le dernier tiers du jeu. À partir du moment où tous les personnages sont installés, la menace bien définie, quelques incohérences mises à part, genre pourquoi tu te barres avant de me tuer là? Et du coup, l'assaut final, pointant le bout de son museau, je sais pas ce qui se passe, mais la qualité de l'écriture, l'enchaînement des séquences, les enjeux sérieux et graves s'articulent harmonieusement. On se retrouve bien impliqué et on a du mal à lâcher le clavier et la souris. L'effet Mass Effect 2 joue beaucoup, on serre les fesses pour les compagnons qu'on a assignés à ceux qu'on juge être leur bonne place. Et on est vraiment pas bien quand on se rend compte de notre erreur qui a entraîné leur mort. Et c'est pas que la dernière heure, c'est l'ensemble du dernier arc qui profite de cette intensité. Franchement, au fur et à mesure du jeu, même si ça met beaucoup trop de temps à démarrer, on a le droit à un final digne de la promesse XXL du jeu. À mesure que le jeu se déploie, la nouvelle équipe de BioWare semble trouver un bon équilibre et arrive même à avoir des fulgurances qui se révèlent au final très engageantes. Ajoutez les thèmes soulevés par cette épopée qui sont en soi très intéressants. Le regret, la rédemption, le deuil. Alors c'est jamais traité avec une grande subtilité, mais ça a le mérite de donner une corde sur laquelle la trame du jeu arrive plus ou moins à danser. De Veilguard, c'est un résultat aussi étrange que ça. Long exercice d'une équipe qui apprend petit à petit à appliquer le savoir-faire de leurs aînés.
Un jeu qui ne manque pas de grosses maladresses, d'une rigidité et d'une superficialité très étrange, mais qui parvient, à mesure qu'on lui donne sa chance, à proposer quelque chose de généreux. Je vais pas mentir, le ton métacynique des dialogues, la qualité littéraire de ces derniers, et son univers traité avec beaucoup de légèreté font de ce 4e opus une espèce de pas de côté étrange, s'il est pris comme un héritier. De Veilguard enfonce le clou qu'Inquisition avait posé, BioWare cherchant ici à expérimenter et essayer, dans l'objectif d'un nouveau Mass Effect qui n'a pas le droit à l'erreur. C'est indéniable, et ce, au prix du sacrifice des spécificités si uniques et pourtant déjà entachées de la promesse de Dragon Age. Une tentative aussi maladroite que, intrigante quand on regarde ces tentatives dans le détail. Je ne garde pas un mauvais souvenir de cette 4e itération qui, à défaut de renouveler le monde poussiéreux de Tedas, regarde vers les étoiles, là où les yeux de ses créateurs semblent se diriger d'un même élan. Dragon Age de Veilguard reçoit un accueil mitigé et surtout mouvementé. Si la presse est agréablement surprise, la réception côté joueur est bien plus tiède. Là où Electronic Arts s'attendait à 3 millions de ventes, l'éditeur a révélé il y a à peine quelques jours, parler de jeu récent c'est super chiant, que le jeu n'avait atteint que la moitié de cet objectif. Sinon, le titre est salué de quelques prix, même s'il s'agit rarement de jeu de l'année, et on souligne surtout ses options d'accessibilité et sa narration. Ah oui, vous n'avez pas pu passer à côté, une polémique sur internet relative au contenu LGBT du jeu. C'est presque une tradition. Encore aujourd'hui, de Veilguard reçoit quelques patchs, notamment pour corriger des bugs et quelques trucs cosmétiques. Et BioWare a annoncé qu'il n'y aurait, pour la première fois de la saga, aucun DLC qui ne suivrait la sortie du jeu. Le studio canadien préfère ainsi se consacrer, tant qu'ils sont dans leur lancée, sur la suite de leur licence galactique Mass Effect, maintenant que la période de trouble est derrière eux. Dernière information, parce que mes sources datent d'il y a désormais à peine quelques semaines, voire quelques jours, BioWare envisage enfin de se pencher sur la création de remasters, notamment les premiers épisodes de Dragon Age, cette saga à l'histoire si tumultueuse. Car Dragon Age, c'est 15 années qui ont été marquées par les débats autour de quelque chose que Tedas a toujours cherché, son identité. D'abord jeu de dark fantasy, presque copiant lore pour lore celui de Game of Thrones, et héritier d'une manière traditionnelle de concevoir le RPG, Dragon Age s'est ensuite essayé à une formule bien plus cadrée, courte et intense, pour ensuite ouvrir son monde à une formule marquée par la démesure et une architecture bien plus grossière, et enfin, aujourd'hui, à un ton plus léger, enterrant finalement cette promesse d'aventure dont vous êtes le héros. Le lieu commun est de dire que Dragon Age s'est perdu, regretter les belles années passées en Ferelden, mais c'est oublier ce qui est loin d'être un détail. Dès le premier opus de cette grande saga, on y voyait déjà une expérience bien amputée. Les statistiques simplifiées, les arbres de talent maigrichons, les dialogues moins verbeux et un marketing agressif qui ne faisait que fuir les rôlistes les plus chevronnés. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer à travers toute cette rétrospective et ce à quoi je voulais finalement revenir. C'est indéniable, Dragon Age a été, dès ses débuts, dès les premiers brouillons de David Gaider avec son équipe, sortant à peine de Hordes of the Underdark, un projet en constante recherche de lui-même, de ce qu'il représente, de ce qu'il doit raconter sur son univers, et ce qu'il doit proposer aux joueurs, dans le cadre de jeux chers à produire, et qui doivent donc, en toute logique, parler au plus grand monde. Sacré paradoxe. Mais, et ça pourra vous étonner, Dragon Age mérite le plus grand respect dans tous ses défauts et ses manquements. En réalité, la saga s'est constituée majoritairement en 5 petites années. 5 années qui, par ailleurs, ont coïncidé avec une des découvertes les plus importantes de ma vie, celle du jeu de rôle. Entre Origins et Inquisition, entre 2008 et 2014, de mes 10 ans à 15 ans à moi, ce genre de jeu, le jeu de rôle, était quasiment dans une mort clinique. Entre l'échec de la 4e édition décriée de son maître étalon Donjons et Dragons, ainsi qu'une hégémonie dans le monde du jeu vidéo de la formule du shooter à couloir, Dragon Age a représenté pour moi un sanctuaire. Le sanctuaire d'une promesse toute simple, celle de vivre une grande aventure, forgée par nos choix, accompagnée de personnages nous laissant les souvenirs les plus inoubliables. Si j'ai déjà oublié les contrées boueuses de Ferelden, les répétitions de Kirkwall, les vallées pleines d'obstacles d'Orlaïs et l'épidémie de coffres de Tevinter, on ne m'enlèvera jamais l'image de ce roi bâtard qui m'offre timidement une rose. Ce mage révolutionnaire qui me hait autant qu'il ne m'aime. Cette émotion que m'a procuré cet étranger bouleversé par les paroles de son propre père, et cette camarade qui a surpassé sa haine pour pouvoir tenir mon visage entre ses mains. Ça, seul Dragon Age, à cette échelle de jeu AAA, n'assume l'offrir dans le paysage de son époque. Sa générosité, sa ténacité, le chaos qu'a représenté le développement de chacun de ses jeux, ne saura enlever à la saga sa marque de fabrique, l'immortalité, même dans les heures les plus sombres, du jeu de rôle, de cette promesse de vivre aux côtés d'amis, une aventure bouleversante et personnelle. Si Dragon Age mourra sans doute un jour, c'est le jeu de rôle et nous, rôlistes, qui lui devons beaucoup. Et la bonne nouvelle,
c'est que ce jour n'est pas arrivé. Dragon Age de Veilguard est disponible sur toutes les plateformes récentes, PC, Xbox Series et PlayStation 5. Gros avantage du jeu, il est particulièrement stable et dépourvu de bugs, donc les patchs ne feront que améliorer l'expérience si ça vous tente. Et dites-vous que vous aurez un jeu dans un très bon état technique. Il y a même quelques mods qui commencent à arriver, donc ça sera à suivre d'assez près pour changer son expérience sur ce 4e opus. Un très grand merci à vous d'avoir suivi cette longue rétrospective consacrée à la saga Dragon Age. Comme avec The Elder Scrolls, je compte sortir le mois prochain une vidéo compilant les 4 vidéos sur chaque jeu avec plein de petits contenus bonus, notamment sans doute une interview que je prépare actuellement, une tier list finale qui va vous ravir, croyez-moi, et plein de petites choses. J'espère très sincèrement que ce voyage en TEDAS a été au niveau que vous attendiez. C'était mon côté 4 mois de boulot assez intense pour vous offrir ces analyses plus longues et poussées. J'aime bien ou jamais l'émission actuellement, et je prépare d'autres projets autour du RPG qui, je suis sûr, vous raviront. D'ailleurs, si vous souhaitez m'aider à réaliser tous ces projets et soutenir l'émission, je ne peux que vous recommander de faire un tour sur ma page Patreon. C'est le meilleur moyen de me filer un coup de main. Vous en doutez, ce genre de rétrospective, ça demande une quantité assez colossale de travail d'écriture, de recherche et de montage, donc dites-vous que même le plus petit soutien m'est d'une immense aide. Vous trouverez le lien dans les fiches et dans la description. J'ai même créé des paliers rigolos, je vous laisse aller découvrir. Si vous me soutenez, vous aurez le droit à un suivi de l'avancée des vidéos, des recommandations et surtout les liens pour voir les prochains épisodes en avant-première. Aussi, si vous souhaitez soutenir autrement l'émission, je vous enjoins à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux et serveurs Discord, et aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties. On est loin d'en avoir fini ici avec l'histoire du RPG. Rendez-vous aussi en commentaire, dans le respect, pour partager votre ressenti sur la saga et son avenir. J'ai très hâte de vous y lire. Sur ce, à très bientôt, au revoir TEDAS, et on se donne rendez-vous pour toujours plus de grands voyages.